Croisons les doigts pour que ça fonctionne aujourd'hui. Alors, donc, l'énoncé, dans le circuit de la figure ci-contre, tous les condensateurs sont initialement sans charge. Premièrement, calculer la charge de chaque condensateur lorsqu'on ferme l'interrupteur K1, K2 étant ouvert. Donc ici, j'ai refait le dessin en fermant l'interrupteur K1, d'accord, et en laissant ouvert l'interrupteur K2. Ensuite, deuxième question, eh bien, on va les fermer tous les deux. Ce sera un autre schéma. On reprendra ça tout à l'heure. Alors, le circuit, quand on ferme K1 et qu'on laisse K2 ouvert, donc ça revient à ne rien avoir ici entre les points D et E. Il n'y a aucune liaison. Si l'interrupteur K2 est ouvert, eh bien ça revient au schéma que j'ai dessiné là au milieu, c'est-à-dire que le point D qui est ici et le point E ne sont pas reliés. Il n'y a aucune connexion entre les deux points. Ce qui fait que le schéma équivalent à ce circuit, eh bien, ça sera deux condensateurs, donc C1 et C2. Alors, c'est comme s'il n'y avait pas du tout l'interrupteur K2, donc pas du tout de liaison. On a un condensateur C1 en série avec un condensateur C2. D'accord? Et sur l'autre branche, on va avoir une deuxième branche sur laquelle j'aurai un condensateur C3 en série avec un condensateur C4. C'est bon? Alors, donc, je reprends ma figure du milieu. J'ai sur la branche du haut, entre le point A et D, j'ai C1. Entre D et B, j'ai C2. Et sur cette branche, alors la branche A, E, B, eh bien, entre A et E, j'aurai le condensateur C3. Et entre E et B, j'aurai le condensateur C4. Tout va bien jusqu'à maintenant? Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe du point de vue des charges. Alors, du point de vue des charges, on a vu en cours que quand vous mettez deux condensateurs en série, eh bien, ils ont tous les deux la même charge. C'est-à-dire que si j'appelle la charge de C1 Q1 et la charge de Q2, je l'appelle Q2, c'est-à-dire que j'ai sur l'armature de gauche la charge plus Q1 et sur l'armature de droite moins Q1. Et pareil pour le condensateur C2, je vais avoir plus Q2 et moins Q2. Eh bien, quand vous avez des condensateurs qui sont en série, ils ont tous les deux la même charge. C'est-à-dire que Q1 va être égal à Q2 et c'est aussi la valeur de la charge du condensateur équivalent à ces deux condensateurs en série. C'est-à-dire que je vais appeler C le condensateur équivalent à C1 en série avec C2. Et ce condensateur équivalent, eh bien sa charge, je l'appelle Q, elle est égale à Q1, elle est aussi égale à Q2. Bon, on a démontré ça en cours. Hein. Alors, sur l'autre branche, qu'est-ce qu'on a? Sur l'autre branche, eh bien, j'ai les deux condensateurs C3 et C4 qui sont en série. Donc, ça veut dire que Q3 est égal à Q4 et que chacune de ces charges est égale à la charge du condensateur équivalent. Alors, le condensateur équivalent, C', c'est C3 en série avec C4. D'accord? Donc, je vais avoir comme charge de ce condensateur équivalent une charge que j'appelle Q', et je vais avoir Q3 égale Q4 égale Q'. C'est bon? Voilà. Alors, on regarde les équations maintenant. Q1 égale Q2 égale Q. Donc, sur la branche du haut, chacun des condensateurs qui sont en série a la même charge que l'autre.
et ils ont la même charge que le condensateur équivalent. Sur la branche du bas, j'ai Q3 égale Q4 égale à Q', la charge du condensateur équivalent à C3 et C4 en série. Alors, d'un autre côté, eh ben, on sait calculer la charge d'un condensateur si on connaît sa capacité et la différence de potentiel qu'il y a à ces bornes. Or, la différence de potentiel qu'il y a aux bornes de C, ben je sais que c'est la différence de potentiel qui est donnée par le générateur, c'est V. D'accord? Vous avez VA moins VB qui est égal à V. Donc, la charge de ce condensateur équivalent, eh bien, ça sera Q égale CV. Alors, ça veut dire que je vais avoir besoin de calculer cette capacité. Si je veux avoir la charge du condensateur équivalent, je connais la tension, je connais la différence de potentiel, donc tout ce qui me manque, c'est la valeur de la capacité. Or, la capacité de ce condensateur équivalent, je peux la trouver à partir des capacités de C1 et C2. D'accord? J'ai une association série, ça veut dire que 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord? Alors, si je réduis au même dénominateur, je vais avoir 1 sur C égale à C1 plus C2 sur C1, C2, et j'inverse pour avoir la valeur de la capacité. Donc C, c'est C1, C2 sur C1 plus C2. Est-ce que c'est clair? C'est bon? D'accord. Alors, on continue. On va regarder maintenant la charge du deuxième condensateur équivalent, c'est-à-dire la charge de C'. Donc, on a vu que Q3 égale Q4 égale Q', et que Q', puisque ce condensateur est sous la différence de potentiel V, eh bien Q', c'est égal à C' multiplié par V. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il suffit que je connaisse C' et je connais, connaissant V, eh bien, je connaîtrai Q'. Alors, j'écris que Q', c'est C' V, et je calcule, il me manque C'. C', c'est la capacité du condensateur équivalent à C3 en série avec C4. Donc, 1 sur C' égale à 1 sur C3 plus 1 sur C4. Ça veut dire que 1 sur C', c'est C3 plus C4 sur C3, C4. J'inverse pour avoir C', et j'ai C' égale C3, C4 sur C3 plus C4. Alors, maintenant, eh bien, faut pas oublier notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir la charge de chacun des condensateurs. Donc, je sais que Q1 égale à Q2 égale à Q. Ben, j'ai calculé Q, donc c'est bon. J'ai Q1 égale Q2 égale à la valeur que j'ai trouvée pour Q, la charge du condensateur équivalent. Et pareil, pour les deux autres condensateurs, je sais que Q3 égale Q4 égale à Q'. Je viens de calculer Q', donc Q3 égale Q4 égale au résultat que j'ai trouvé pour Q'. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire les applications numériques. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Hein, je peux revenir en arrière ou détailler quelque chose.
C'est bon, on passe à la suite. Alors, ça va un petit peu se compliquer parce que cette fois, je vais fermer les deux interrupteurs. Je ferme à la fois K et je ferme aussi K2. D'accord? Quand je ferme K2, eh ben, j'établis une liaison entre le point D et le point E. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence de potentiel entre le point D et le point E. C'est comme si je ramenais les deux points au même endroit. C'est-à-dire que je vais avoir le même potentiel. Je vais avoir VD égale à VE. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai plus besoin de mettre un deuxième point. Voilà le schéma équivalent, si vous voulez. Quand je ferme le condensateur K2, eh bien, ça revient à mettre les deux condensateurs C1 et C3 en parallèle, les deux condensateurs C2 et C4 en parallèle, et chacun de ces groupements va être en série avec l'autre. Alors, je répète, si je ferme cet interrupteur, je vais avoir C1 qui sera sous la différence de potentiel VA moins VD, et C3 qui va être sous la différence de potentiel VA moins VE. Or, j'ai relié les deux points D et E, c'est-à-dire que C1 se trouve sous la différence de potentiel VA moins VD et que C3 se trouve aussi sous la différence de potentiel VA moins VD. D'accord? Alors, de l'autre côté, C2 va être sous la différence de potentiel VD moins VB, C4 va être sous la différence de potentiel VE moins VB, mais comme j'ai relié les points D et E, d'accord, eh bien ça veut dire que C2 va être sous la différence de potentiel VD moins VB et que C4 va être sous la différence de potentiel VD moins VB. C'est bon? Alors, je remets donc mon schéma. C'est bon? Alors, je répète, C1 est sous la différence de potentiel V1 moins VD, C3 aussi. C2 est entre les points D et B, et C4 également. D'accord? Voilà. Donc, j'ai une sorte de mix des deux associations possibles. J'ai deux condensateurs en parallèle, deux autres condensateurs en parallèle, et chaque groupement va être en série avec l'autre. D'accord? Alors, j'appelle le C1.3 le condensateur équivalent à C1 en parallèle avec C3, et j'appelle C2.4 le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C4. Ça va? Donc, entre les points A et B, je vais avoir C1.3 entre les points A et B en série avec C2.4 qui sera lui le condensateur équivalent à C2 et C4, eh bien il sera entre les points D et B. C'est bon? Alors, eh bien maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y a une relation entre les charges de condensateurs qui sont en série. Je vais pouvoir écrire une relation entre la charge de C1.3, la charge de C2.4 et la charge du condensateur équivalent à C1.3 et C2.4 en série. D'accord? Ce condensateur, je l'appelle C équivalent. Il aura une charge Q, mais chacun de ces condensateurs qui sont en série chacun de ces condensateurs va avoir la même charge que le condensateur équivalent. Donc, je vais avoir ici Q pour C1.3, Q également pour C2.4 et Q pour le condensateur équivalent à C1.3 en série avec C2.4. C'est bon? Alors, on va appeler V1 la différence de potentiel VA moins VD. D'accord? Donc, ça sera V1 sera la différence de potentiel aux bornes de C1
et de C3, puisque C1 et C3 sont en parallèle, ils sont sous la même différence de potentiel. Et je vais appeler V2 la différence de potentiel VD moins VB, c'est-à-dire entre ce point et celui-là. Alors, cette différence de potentiel, ça sera la différence de potentiel aux bornes de C2 et la différence de potentiel aux bornes de C4, puisque C2 et C4 sont sous la même différence de potentiel, ce sont des condensateurs en parallèle. Alors, évidemment, V1 qui est VA moins VD, ça sera aussi la différence de potentiel aux bornes de C1,3. D'accord? C1,3 qui, comme son nom l'indique, est le condensateur équivalent à C1 en parallèle avec C3. C'est bon? Et entre les points D et B, je vais avoir le condensateur C2,4, qui est le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C4, et qui va avoir, puisqu'il est en série avec C1,3, la même charge que C1,3. Est-ce que tout ça est clair? Alors, je répète une dernière fois. La différence de potentiel V1, qui est VA moins VD, c'est à la fois la différence de potentiel aux bornes de C1, de C3, et c'est aussi la différence de potentiel aux bornes de C1,3. D'accord? La différence de potentiel V2, qui est VD moins VB, vous voyez que c'est la différence de potentiel aux bornes de C2,4, mais c'est aussi la différence de potentiel aux bornes de C2 et aux bornes de C4, puisque ce sont des condensateurs en parallèle. Voilà. Alors, eh bien, on a besoin, pour avoir chacune de ces charges, alors Q1, si je cherche Q1, qu'est-ce que je dois écrire? Eh bien, Q1, c'est C1 multiplié par la différence de potentiel VA moins VD, c'est-à-dire V1. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai absolument besoin, pour avoir Q1, d'avoir calculé la différence de potentiel VA moins VD, c'est-à-dire ma fameuse différence de potentiel V1. Et pareil pour avoir la charge Q3. Pareil pour avoir la charge Q ici dans le condensateur C1,3 et dans le condensateur C2,4. Alors, je répète, pour avoir Q1, Q3, j'ai besoin de V1. Pour avoir Q2 et Q4, j'ai besoin de V2. Eh bien, je vais chercher V1 et V2 à partir de ce schéma équivalent. Mais il me manque, pour avoir V1, ben je vais dire que c'est Q, la charge de ce condensateur, divisé par C1,3. D'accord? Puisque la différence de potentiel aux bornes d'un condensateur, c'est Q sur C. Donc ici, j'ai le condensateur C1,3, sa charge c'est Q, donc V1, c'est Q sur C1,3. Et V2, c'est Q sur C2,4. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je veux avoir V1 et V2, il faut absolument que je calcule la charge Q. Or, la charge Q de chacun de ces condensateurs, c'est la charge du condensateur équivalent. Alors, conclusion, eh bien, si je veux avoir la charge Q, je dois absolument calculer la capacité du condensateur équivalent, puisque Q, ça sera C équivalent multiplié par V. Alors, on passe aux équations. Voilà. Donc, Q1 égale C1V1, Q3 égale C3V1. Je vous rappelle que C1 et C3 sont en parallèle. Q2 égale C1V2 et Q4 égale C4V2. Puisque c'est, pardon, il y a une erreur ici, j'ai oublié de la corriger. C'est un 2 ici, hein. C'est C2V2
et C4 V2. Alors, on a besoin de calculer V1 et V2, donc on a dit que V1 c'était Q sur C1,3 et V2 c'était Q sur C2,4. Et comme Q c'est à la fois la charge de C1,3, de C2,4 et de C équivalent, eh bien, on calcule, pour avoir la charge du condensateur équivalent, on doit absolument calculer notre capacité du condensateur équivalent. Alors, cette capacité, on va remonter. Je me suis trompée de page. Voilà. Là. Alors, cette capacité, c'est quoi? Cette capacité, c'est le résultat de l'association série de C1,3 avec C2,4. D'accord? Donc, ça va être C1,3, C2,4 divisé par C1,3 plus C2,4. C'est bon? C'est une association série. Maintenant, il faut remonter à l'étape d'avant, c'est-à-dire que C1,3, c'était le condensateur équivalent à C1 avec C3 en parallèle. Or, je sais que quand j'associe deux condensateurs en parallèle, leur condensateur équivalent, il a pour capacité, alors C1,3, ça sera C1 plus C3. D'accord? Pareil pour C2,4, ce sera C2 plus C4. C'est bon? Donc, je répète, le condensateur équivalent a pour capacité C1,3 par C2,4 sur C1,3 plus C2,4. Mais C1,3, c'est C1 plus C3 et C2,4, c'est C2 plus C4. Et je redescends à mon calcul. Voilà, je redescends à mon calcul de la capacité du condensateur équivalent. Donc, je disais C1,3, C2,4 sur C1,3 plus C2,4. D'accord? Sachant que C1,3, c'est C1 plus C3 et que C2,4, c'est C2 plus C4. Alors, on trouve, on fait notre calcul et je vous donne le résultat ici. Donc, Q est égal à C équivalent multiplié par V. Alors, V, c'est 12 volts. Alors, C1, c'est 1 microfarad. C2, 3 microfarad. C3, 2 microfarad. Et C4, 4 microfarad. Alors, on fait notre calcul et ça nous donne la valeur de la charge du condensateur équivalent. Alors, du coup, maintenant qu'on a la charge du condensateur équivalent, je remonte. Alors, on a trouvé cette charge, mais il ne faut pas oublier que cette charge, c'est aussi la charge de C1,3 et c'est aussi la charge de C2,4. Donc, connaissant la charge du condensateur équivalent, je connais aussi la charge de chacun de ces deux condensateurs. Donc, ça veut dire que je peux connaître VA moins VB, ça sera Q, la charge que j'ai calculée ici, divisé par C1,3, et VD moins VB, ça sera Q, divisé par C2,4. Alors, je retourne à mon autre... Alors, on en était à l'étape, on doit calculer V1 et V2. Donc, V1, c'est Q sur C1,3. V2, c'est Q sur C2,4. D'accord? Et Q, eh ben, c'est la charge que j'ai déjà calculée pour le condensateur équivalent. Hein. C'est les 25,2 micro-coulombs. Alors, Q est à la fois la charge de C1,3, de C2,4, qui sont tous les deux en série, et de C équivalent. Donc, j'ai
Pardon, je suis en train de refaire mon calcul de tout à l'heure. Hein. J'ai déjà réglé ça. Hein. On a déjà fait le calcul de Q. J'en étais plutôt ici. Hein. On cherchait à écrire les deux tensions VA moins VD et VD moins VB, donc V1 et V2. Alors V1, c'est Q sur C1,3, sachant que le condensateur C1,3, eh bien c'est le condensateur équivalent à C1 en parallèle avec C3, donc C1 plus C3. Donc GV1 égale Q sur C1 plus C3. Alors on trouve 8,4 volts. Et V2, c'est Q sur C2,4. C2,4 étant le condensateur équivalent aux deux condensateurs C2 et C4 en parallèle. Donc V2 est égal à 3,6. Alors maintenant qu'on a V1 et V2, eh bien je remonte ici. Q1, j'ai trouvé que c'était C1V1. Donc, il suffit de multiplier C1 par V1. Q3, c'est C3V1. Q2, C1V2. Et Q4, C2V2. Il faut vraiment corriger ça. Et Q4, je vais noter, hein, sinon ça va rester dans le PDF. Alors, c'est en page 4. Alors, Q2 égale à C2V2. Voilà. Donc, voilà nos valeurs de charge Q1, Q2, Q3 et Q4. Est-ce que ça vous semble plus clair que la semaine dernière? C'est bon, vous voulez que je détaille quelque chose et que je revienne sur une étape? Alors, C1 et C3 sont associés en parallèle, oui. Oui. Alors, on va remonter à notre dessin. Hein. Voilà. Quand vous fermez, alors, voilà le schéma initial hein, de votre énoncé. Vous avez l'interrupteur K1 qui est fermé et on ferme aussi l'interrupteur K2. D'accord? Quand on ferme l'interrupteur K2, ben, ça veut dire que le point D et le point E, eh bien, ils sont reliés, ils sont au même potentiel. C'est-à-dire que vous êtes arrivé en retard peut-être, hein, c'est pour ça que vous posez la question. Voilà le schéma équivalent, si vous voulez. Quand je ferme l'interrupteur K2, eh bien, ça revient à ramener mon point D et mon point E sont au même potentiel, donc ça revient à les confondre. C'est comme si j'avais un seul point. C'est pour ça que j'ai refait mon dessin en mettant le point D qui va être donc commun, le point D, il va être commun à ce point-là dans le circuit et à celui-là, puisque D et E sont au même potentiel. J'ai pas besoin de les appeler de manière différente. Je vais les appeler tous les deux, soit D, soit E. D'accord? Donc voilà à quoi ça revient. Je vais avoir C1 en parallèle avec C3, C2 en parallèle avec C4 et ce groupement va être en série avec celui-là. D'accord? Puisqu'ils sont à la suite. J'ai un groupement entre A et D et le deuxième groupement à la suite, donc entre le point D et le point B. C'est bon? Voilà. D'accord. Est-ce que c'était tout? Ou il y a d'autres questions sur cet exercice? D'accord. C'est bon? Alors, on va pouvoir passer à l'exercice 5.
Je suis peut-être allée trop loin. Ah oui, l'exercice 5 commence sur cette page. Alors, l'exercice 5, je vous lis l'énoncé. Hein. Soit un condensateur plan idéal formé par deux armatures P1 et P2 conductrices de surface S égale à 226 cm² et séparé par du vide d'épaisseur D égale 0,3 mm. Le condensateur est branché à un générateur de force électromotrice V0 égale à 120 volts. Petit a, retrouver l'expression de la capacité du condensateur et la calculer. Petit b, calculer la charge portée par chaque armature ainsi que l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et petit c, déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures. Alors, on y va. Alors, la méthode, je vous rappelle qu'on a vu ça en cours, hein, le calcul d'une capacité. Alors, quelle est la méthode? On commence par calculer le champ à l'intérieur du condensateur. Donc, si c'est un condensateur plan, eh bien, on va chercher le champ entre les deux plans. Si c'est un condensateur cylindrique, on va chercher le champ entre les deux cylindres. Si c'est un condensateur sphérique, on va chercher le champ entre les deux sphères. Donc, c'est toujours à l'intérieur. Ce qu'on entend par l'intérieur, c'est dans l'espace qu'il y a entre les deux conducteurs qui sont en influence totale. Je vous rappelle qu'un condensateur, c'est l'ensemble des deux conducteurs en influence totale. C'est-à-dire que toutes les lignes de champ qui sortent d'un des conducteurs vont entrer dans l'autre conducteur. Et que les charges que porte l'un des conducteurs vont être opposés. Il va y avoir la même quantité de charge, mais des signes opposés sur les deux conducteurs qui forment le condensateur. Alors, donc, première étape, je cherche le champ à l'intérieur du condensateur. Donc, je vais chercher le champ dans l'espace qu'il y a entre les deux plans. Alors, pour ça, je vais appliquer le théorème de Gauss. Une petite minute, je reviens. Alors, on reprend, donc on cherche le champ à l'intérieur du condensateur, donc dans l'espace qui se trouve entre les deux armatures du condensateur. Alors, on va, puisqu'on a deux plans, on a déjà rencontré cette configuration, c'était dans l'exercice 19 de la série 2. On avait deux plans qui étaient chargés et on cherchait le champ dans les trois régions A, B et C et on avait appliqué le théorème de Gauss avec le principe de superposition. Alors, le principe de superposition, il consiste à considérer chacun des plans comme s'il était tout seul, calculer son champ et après, eh bien, on fait la somme des deux champs et ça me donne le champ total qui est créé par les deux plans dans chacune des régions. Alors, j'ai dessiné les champs dans les trois régions, mais je vous rappelle que ce qu'on cherche nous, c'est juste le champ à l'intérieur du condensateur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux plans. D'accord? Mais c'est pas grave. Ça nous fait une petite révision sur le théorème de Gauss. Alors, on a déjà fait le calcul du champ produit par un plan infini. Alors, juste un détail. Dans l'énoncé, on vous dit que c'est un condensateur plan idéal. Alors, idéal, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de bord. Ça veut dire que je considère
les deux plans comme si c'était des plans infinis. Alors, bon, vous voyez bien quand vous regardez les dimensions, quand vous voyez que la surface c'est 226 cm², vous voyez bien que ce ne sont pas des plans de dimension infinie. Alors, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'on va les considérer comme de dimension infinie? Eh bien, c'est la distance qui les sépare. Quand vous regardez l'épaisseur du condensateur, elle est de 0,3 mm. Alors, 0,3 mm par rapport aux dimensions d'une plaque qui a pour surface 226 cm², eh bien, c'est très petit, cette épaisseur. Donc, je peux considérer que chacun des plans, je peux le considérer comme un plan infini. C'est-à-dire que tous les calculs qu'on a déjà fait pour un plan infini, eh bien, on va pouvoir les utiliser, on va pouvoir utiliser nos résultats de cours pour, euh, pour trouver la valeur du champ produit par chacun des plans. Alors, théorème de Gauss, donc on a besoin de trouver la direction et le sens du champ. Alors, le plan du haut est chargé positivement, donc il va donner un champ répulsif vers le haut au-dessus du plan et vers le bas en dessous. Alors, c'est le vecteur bleu, hein, c'est ça notre champ E+, qui est donné par le plan du haut qui est chargé positivement, puisqu'il est relié à la borne plus du générateur. Alors, le plan du bas, pris de manière isolée, pris tout seul, comme si le plan du haut n'existait pas, il va donner un champ attractif. Donc, je vais avoir, alors déjà la direction, on a déjà vu ça dans le cours, dans l'exercice 19. La direction du champ, c'est la perpendiculaire au plan. D'accord? Alors, on est en train de parler là du sens. Donc, le sens du champ qui est créé par le plan chargé négativement sera attractif puisqu'il est chargé négativement. Donc, il sera vers le bas pour tous les points qui sont au-dessus du plan et vers le haut pour tous les points qui sont en dessous du plan. Ce qui fait que quand vous regardez ce plan, le champ doit toujours être dirigé vers le plan. Donc ici, il est dirigé vers le haut et dans ces deux régions, il est dirigé vers le bas. Pareil pour le champ en bleu, c'est le champ qui est créé par des charges positives. Il doit être répulsif, donc vers le haut si je suis à un point qui est au-dessus du plan et vers le bas si je suis en dessous. Ça va jusque-là pour la direction et le sens. Alors maintenant le module, bon on va pas revenir sur le calcul, on l'a déjà fait à 2 reprises. On l'a fait pour un plan chargé positivement en cours. On l'a fait pour des plans chargés négativement dans l'exercice 19. Donc on sait exactement de quoi il retourne. Hein. Donc le module du champ E+ va être égal au module du champ E-, puisque je vais avoir la même surface et la même quantité de charge en valeur absolue sur les deux armatures. Donc ça veut dire que les champs, ils vont avoir même module. Donc module de E+ égale à module de E-, et j'ai déjà fait ce calcul en cours, c'est sigma sur 2 epsilon 0. D'accord? Alors maintenant, eh bien le champ total, c'est la somme des champs E+ plus E-. D'accord? Alors si on regarde en haut, au-dessus de la plaque chargée positivement, vous voyez bien que les champs, ils ont des sens opposés, ils ont même module. Donc ici, je vais avoir un champ qui va être nul. En bas aussi, j'ai des champs qui sont antagonistes, ils ont même direction, des sens opposés, des modules égaux, donc la somme de ces deux vecteurs va me donner 0. De toute façon, on s'en fiche un petit peu parce que ce qui nous intéresse, c'est juste le champ à l'intérieur du condensateur.
Alors, à l'intérieur du condensateur, le champ total que j'ai dessiné en rouge, c'est la somme de E+, plus E-. Et son module, eh bien, ça sera la somme des modules puisque ce sont des vecteurs parallèles et de même sens. Donc, E, eh bien, ça sera 2 fois sigma sur 2 epsilon 0, c'est-à-dire sigma sur epsilon 0. Alors, on va pas laisser ça sous cette forme parce que dans un condensateur, ce qu'on vous donne comme donnée, c'est plutôt la charge du condensateur, ce n'est pas la densité de charge des armatures. Donc, on va écrire que sigma, c'est Q sur S, d'accord? Donc, E, c'est Q sur epsilon 0, S. Voilà. Alors, ça, c'était la première étape. Alors, deuxième étape de mon calcul de la capacité d'un condensateur. Eh bien, la deuxième étape, ça va consister à en déduire le potentiel, à en déduire la différence de potentiel. Alors, on écrit que dV est égal à moins EdL. Alors, je vais prendre un déplacement sur l'axe X. Alors, pourquoi sur l'axe X? Parce que mon champ étant vertical, eh ben, je vais mettre un axe X qui sera vertical aussi. Et mon produit scalaire EdL, je vous rappelle que même si j'avais eu un dl qui serait oblique, eh bien la seule composante qui va compter, ça sera la composante suivant l'axe X. Donc le produit scalaire EdL, il va se résumer au produit E dx. D'accord? Puisque E est parallèle à l'axe X, je vais avoir E dx pour le produit scalaire EdL, plus 0, puisque le champ est suivant l'axe X, 0 multiplié par les autres composantes de dl, dy, dz. Donc, vous voyez bien que le champ étant parallèle à l'axe X, c'est bien la seule composante, le seul terme qui va compter dans mon produit scalaire EdL. Alors, je vous rappelle que ce produit scalaire, si on voulait l'écrire de manière un peu mécanique, eh ben, on dirait EX dx plus EY dy plus EZ dz. D'accord? Or, E n'a que la composante EX. Donc, c'est vite fait. Notre produit scalaire EdL, c'est uniquement le produit scalaire EX dx. Et comme E est égal à EX, eh bien, ça sera moins E dx. Est-ce que ça c'est clair? C'est bon? Alors, on a donc dV égale à moins E dx, E étant égal à Q sur epsilon 0S. Alors, je vais intégrer et je vais mettre des bornes à mes intégrales. Donc, j'intègre dV. Alors, je vais aller de la plaque du haut à la plaque du bas. D'accord? Donc, mon potentiel, quand je vais intégrer ma différentielle dV, eh bien, je vais passer du potentiel de la plaque du haut au potentiel de la plaque du bas. Alors, regardez bien, le potentiel de la plaque du haut, eh bien, c'est celui de la borne plus du générateur, et le potentiel de la plaque du bas, c'est le potentiel de la borne moins du générateur. C'est-à-dire que, du point de vue du potentiel, quand je vais de cette plaque à celle-là, eh bien, je vais du potentiel V0 au potentiel 0. Donc, mon intégrale, elle va de V0 à 0. D'accord? Et de l'autre côté, j'intègre moins EX dx. Alors, E, je vous rappelle que c'est Q sur epsilon 0S, c'est-à-dire que c'est quelque chose de constant. Donc, je le sors de l'intégrale et je vais intégrer dx entre cette valeur et celle-là. Alors, dans l'énoncé, on nous dit que la distance qu'il y a entre les deux plaques, c'est petit d. Donc, je vais faire varier x
entre 0 et D. C'est bon? Alors, on y va pour l'intégrale. Alors, intégrale de dv, eh bien, ça va être v, d'accord? À prendre entre, alors, valeur initiale v0 et valeur finale 0, d'accord? C'est-à-dire que je vais avoir 0 moins v0. C'est bon? De l'autre côté, eh bien, je vais avoir moins e multiplié par, alors l'intégrale de dx, ça va être x, à prendre entre 0 et d, donc ce sera d moins 0, donc d. Alors je répète, ici j'avais 0 moins v0 égale à moins e multiplié par d. Alors il y a un signe moins de chaque côté du signe égal, donc j'ai multiplié le tout par moins 1 et ça va me donner v0 à gauche et ed à droite. Alors e, je l'ai remplacé par l'expression qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire q sur epsilon 0s. Voilà. Alors, on est donc arrivé à la fin de notre deuxième étape qui consistait à chercher la différence de potentiel entre les deux armatures du condensateur en fonction des autres données, parce que V0 on le connaît, mais ce qu'on voulait, c'était l'écrire en fonction de la charge, de la surface, de l'épaisseur, etc. Alors maintenant, ben, on arrive à la dernière étape, on écrit que C, c'est Q sur V0. D'accord? La capacité, c'est la charge du condensateur divisée par la différence de potentiel aux bornes de ce condensateur. Donc C, eh bien, je remplace Q. Alors Q, j'ai trouvé que c'était, je le sors de là, hein. Q, c'est V0 epsilon 0S sur D, d'accord? Et ce que je cherche, c'est Q sur V0. Donc Q sur V0, eh bien ça me donne epsilon 0S sur D. C'est une formule que vous avez déjà vue au lycée. La capacité d'un condensateur plan, alors où les armatures ont une surface S et l'épaisseur, donc la distance qui sépare les deux armatures est petit d, et bien vous avez déjà vu au lycée que c'était epsilon 0s sur d. Alors vous voyez bien ce qu'on avait dit en cours à propos de la capacité. On avait dit que la capacité d'un condensateur dépendait de la géométrie des deux conducteurs. Alors, vous voyez bien que ça dépend de la géométrie des deux conducteurs. Ça dépend de la surface et de la distance qui sépare les deux plaques et de la nature du milieu qui les sépare. Vous voyez bien que ça dépend du epsilon 0 qui est la permittivité du vide, qui est l'aptitude du vide à laisser passer des lignes de champ. D'accord, c'est ça un petit peu la permittivité du vide. Voilà, donc alors, vous allez peut-être vous poser la question de la valeur de epsilon 0 qui n'est pas donnée dans l'énoncé, mais epsilon 0, je vous rappelle qu'il apparaît dans la constante K de la loi de Coulomb. On a K égale 1 sur 4 pi epsilon 0, d'accord? Et ça, 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est égal à 9 10 puissance 9. Alors, vous pouvez en déduire epsilon 0. Alors, si je me souviens bien, epsilon 0, c'est 8,82 10 moins 12 dans le système MKSA. Voilà, alors, ça va vous faire un calcul au moins une fois de epsilon 0 en partant de la constante K, d'accord? Vous pouvez en déduire epsilon 0 et vous avez votre capacité. Voilà. C'est bon? Alors, petit b, on vous demande de calculer la charge portée par chaque armature et l'énergie emmagasinée. Alors, la charge, eh bien, c'est C multiplié par V0. Alors, on a trouvé que C,
c'était 0,66 nanofarad. Il suffit de multiplier par V0 qui vaut 120 volts et vous trouvez 79, 7,9 10-8, donc j'ai arrondi à 8, 10-8 coulombs. Voilà. Alors, on passe à l'énergie. Ah oui, ben j'ai oublié de faire cette question. Alors, l'énergie, bon, ben c'est dommage. L'énergie, c'est quoi? L'énergie emmagasinée dans un condensateur qui porte une charge Q et qui a pour capacité C, eh bien c'est 1/2 de Q carré sur C, d'accord? Donc on a tout ce qu'il faut, hein. On a la capacité, on a la charge, donc c'est 1/2 de Q carré sur C, donc 1/2 de 8 10-8 au carré divisé par 0,66 10-9. Alors, je suis désolée, je n'ai pas noté la valeur de l'énergie. Bon, ça ira, hein, vous y arriverez. Alors, dernière partie de cette première question, déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures. Alors, je vous rappelle que on a parlé de ça quand on a fait les conducteurs en équilibre et qu'on a regardé ce qui se passait en un point qui est très proche de la surface du conducteur et on avait trouvé que le champ à l'intérieur du conducteur c'était 0, le champ à l'extérieur mais très très près de la surface c'était sigma sur epsilon 0 et que la transition se faisait quand on traverse la couche superficielle, c'est-à-dire que la surface d'un conducteur, c'est pas une surface au sens géométrique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'épaisseur, c'est plutôt une surface qui est constituée de quelques couches d'atomes et donc quand vous traversez cette surface de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien vous allez passer d'un champ nul à un champ qui vaut sigma sur epsilon 0, c'est-à-dire qu'en réalité, si on considère un petit peu le champ moyen qu'il y aurait au milieu de cette couche superficielle, eh bien ce serait sigma sur 2 epsilon 0. On avait même, je vous avais fait un dessin où on voyait la transition. Il n'y avait pas un saut de E égale 0 à E égale sigma sur epsilon 0, mais plutôt en pente un peu raide, d'accord? Mais au milieu de la surface, sur la surface, on considère que le champ moyen, c'est une moyenne entre ces deux valeurs, 0 et sigma sur epsilon 0. Donc, sur chacune des armatures, eh bien, le champ moyen, on va dire que c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc, si je regarde la force exercée sur chaque armature, ça sera Q multiplié par le champ moyen, c'est-à-dire la charge portée par l'armature multipliée par le champ qu'il y a sur l'armature. Je ne parle pas du champ qu'il y a entre les deux plaques, mais je parle du champ qu'il y a sur le conducteur et qui est dû à la présence des charges sur ce conducteur. Alors, on remplace donc le champ moyen par sigma sur 2 epsilon 0. Donc, après, sigma, faut pas oublier que c'est Q sur epsilon 0. Donc, on a la force exercée sur l'armature, sur les deux. Hein, tout ce que ça va changer, c'est que le champ moyen sur la plaque du haut et le champ moyen sur la plaque du bas, ils auront des orientations différentes, des orientations opposées. Mais en module, les deux forces vont être égales. Ce sera Q multiplié par le champ moyen. Donc, je remplace le champ moyen par sigma sur 2 epsilon 0. Je remplace sigma par Q
sur S et j'ai la valeur de la force. Voilà. C'est bon? D'accord. Alors, on passe à la deuxième question. Alors, deuxième question, on introduit une lame parallèlement entre les armatures. Alors, une lame conductrice, neutre, de même dimension et d'épaisseur H. Le générateur étant branché. Alors, expliquez qualitativement ce qui se passe et représenter la nouvelle répartition des charges. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous rappelle ce qu'on a vu à propos des phénomènes d'influence. Quand on mettait un conducteur neutre dans un champ électrique, qu'est-ce qui lui arrivait? Eh bien, il se mettait dans un état polarisé. D'accord? Vous vous rappelez, alors, j'ai essayé de retrouver ça. Alors, c'était dans le cours sur les conducteurs. Ah oui, ben, ça tombe bien. Je vais peut-être vous remontrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. À propos du champ moyen, voilà. Le champ à l'intérieur du conducteur, c'était 0. À l'extérieur, très près de la surface, c'était sigma sur epsilon 0. Et ça, c'est d'un point de vue un peu théorique, mais dans la réalité, le champ, il n'est pas discontinu. Il va passer de la valeur 0 à la valeur sigma sur epsilon 0 d'une manière à peu près continue. Et au milieu de la couche superficielle, ben, c'est ça que j'appelle le champ moyen. Le champ moyen, il aura une valeur intermédiaire entre 0 et sigma sur epsilon 0. Voilà notre champ moyen qui vaut sigma sur 2 epsilon 0. Alors, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était l'influence, les phénomènes d'influence sur voilà, sur un conducteur neutre que je mets dans un champ électrique. Alors, on avait déjà vu que les charges positives allaient être soumises à des forces qui allaient les entraîner dans le sens du champ, les charges négatives dans l'autre sens, d'accord? Et on obtient comme configuration nouvelle, c'est que le conducteur, il est toujours en équilibre, mais il est dans un état polarisé. Alors, un conducteur en équilibre parce que le champ à l'intérieur va rester nul. Alors, pourquoi est-ce qu'il va rester nul? C'est parce que cette accumulation de charges positives d'un côté, négatives de l'autre, ça va créer un champ intérieur qui est là, le champ bleu, qui va être orienté du potentiel le plus grand, qui est le potentiel donné par les charges positives, vers le potentiel le plus bas, qui est le potentiel donné par les charges négatives. Donc, une fois que ce champ E0, vous vous rendez bien compte que au départ, le champ E0 est nul quand il n'y a aucune charge qui s'est accumulée sur les deux bords. Mais dès qu'il y a accumulation de charges de part et d'autre, le champ E0 va commencer à exister. Et plus il y aura de charges, et plus il sera grand. Et il y aura un moment où E0 va être égal en module à E,
à ce moment-là, ben, le champ résultant à l'endroit où se trouve le conducteur va être égal à 0. Ça veut dire que mon conducteur est en équilibre, mais il est dans un état polarisé. Voilà. Alors, je reviens à mon exercice. Alors, on est là. On avait nos deux plaques avec un champ électrique vertical et vers le bas. Et je mets, dans ce champ électrique, je mets une lame qui est neutre, une lame conductrice, donc ça va être un conducteur neutre que je mets dans un champ électrique. Alors, ce qui va lui arriver, eh ben, ça va être ce qu'on vient de voir avec le conducteur qu'on met dans un champ électrique. Eh bien, la lame va se polariser, c'est-à-dire qu'il va y avoir des électrons libres qui vont aller se mettre, qui vont se déplacer en sens inverse du champ et qui vont aller se mettre sur la surface du haut, d'accord? Et des charges positives qui vont apparaître en nombre égal sur de l'autre côté, si vous voulez, à l'autre bord de ma lame conductrice. Donc, pour ma lame conductrice, tout à l'heure, mon conducteur A, il avait deux pôles, d'accord? Un pôle où il y avait des charges positives et un pôle où il y avait des charges négatives. Eh bien, ici, ma lame, elle est, c'est un parallélépipède, d'accord? Donc, ces deux pôles, en quelque sorte, ces deux faces qui sont les plus éloignées l'une de l'autre, eh bien, ça sera la surface du haut et la surface du bas. Donc, il va y avoir cette lame qui sera toujours neutre, mais qui sera dans un état polarisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des charges plus sur une face, et des charges moins sur l'autre face. C'est bon? Alors, ensuite, eh bien, ça va pas s'arrêter là. Ça, c'est l'influence du champ E sur la lame. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les charges de la lame s'étant un petit peu séparées, enfin, une partie des charges s'étant séparées, eh ben, si vous regardez l'armature du haut, d'accord? Quelle va être l'influence de cette répartition de charge sur la lame sur l'armature du haut? Alors, on regarde du point de vue du potentiel, d'accord? Je vais avoir des charges négatives qui vont donner un potentiel à l'endroit où il y a l'armature du haut. Ces charges négatives vont donner un potentiel négatif. Les charges positives vont donner un potentiel positif. Mais, faut pas oublier qu'il y a une distance h qui sépare les charges positives des charges négatives. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges négatives sont plus proches de l'armature que les charges positives. Donc, le potentiel qui va l'emporter, ça va être le potentiel négatif. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand vous faites la somme des deux potentiels donnés par cette distribution de charges négatives plus la distribution de charges positives, eh bien, au total, à l'endroit où se trouve l'armature, ça donnera un potentiel négatif. D'accord? Or, cette armature, eh bien, elle est reliée à la borne plus du générateur. C'est-à-dire que le potentiel total de cette armature, ce serait quoi? Eh bien, ça serait V0 plus le potentiel négatif que vont apporter ces charges, les charges de la lame. Or, le générateur, eh bien, il est là pour maintenir pour maintenir un potentiel, pour maintenir l'armature du haut au potentiel V0. Donc, ce qu'il va faire pour empêcher le potentiel de baisser, puisqu'on lui a superposé un potentiel négatif, ça veut dire qu'il va avoir tendance à baisser, eh bien, le générateur va lui rajouter des charges, d'accord, qu'il va aller prendre sur l'armature du bas. Il va lui ramener des charges positives
pour empêcher son potentiel de baisser et le maintenir au potentiel V0. Et il va se passer la même chose sur l'autre arme. Voilà. Donc, le rôle du générateur étant de maintenir la différence de potentiel V0, eh bien, les armatures vont porter plus de charge en présence de la lame que dans la situation de tout à l'heure, avant qu'il y ait la lame. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue qualitatif, ce qui se passe comme phénomène au niveau des charges, de l'augmentation de la charge. Alors déjà, la polarisation de la lame, c'est-à-dire la séparation des charges, et ensuite l'augmentation des charges sur chacune des armatures pour s'opposer à la variation de potentiel qu'apporte cette polarisation de la lame. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Ok. Alors, on passe à la question petit b. Alors, question petit b, donner l'expression de la capacité équivalente du système. Alors, qu'est-ce qu'on a comme système? Eh bien, on a deux plans qui sont de charges opposées, deux plans parallèles et de charges opposées, d'accord? Alors, il y a une liaison ici puisque la lame est conductrice, donc ce plan chargé négativement va être relié à ce plan chargé positivement, d'accord? Donc j'ai ce qu'on appelle une association série, puisque j'ai un premier condensateur avec une plaque chargée positivement, une plaque chargée négativement, et un deuxième condensateur qui aura une plaque chargée positivement et une plaque chargée négativement. Donc, si vous regardez bien, vous avez deux condensateurs en série. Alors, ils ont la même surface. Le premier a une épaisseur D' et le deuxième a une épaisseur, alors c'est l'épaisseur qui est là, c'est-à-dire D moins tout ça, c'est-à-dire moins D' moins H. C'est bon? Alors, j'ai donc deux condensateurs en série. Le premier, bon, on a déjà fait le calcul, on a trouvé l'expression de la capacité d'un condensateur plan, c'est epsilon 0S sur D. Eh bien ici, le premier condensateur a une épaisseur D', donc ça sera C1 égale epsilon 0S sur D', et C2, eh bien ça sera epsilon 0S sur, alors, cette épaisseur qui est D moins D' plus H, c'est-à-dire D moins D' moins H. Voilà. Comme ce sont des condensateurs en série, eh bien, le condensateur équivalent est tel que, alors on va l'appeler C', 1 sur C' égale à 1 sur C2 plus 1 sur C1 plus 1 sur C2. Voilà. Alors, si on écrit, on n'a pas intérêt à réduire au même dénominateur comme on a l'habitude de faire. Il vaut mieux laisser ça sous la forme 1 sur C1 plus 1 sur C2. Alors, C1, c'est epsilon 0S sur D', donc je vais avoir 1 sur C1 qui sera D' sur epsilon 0S, et 1 sur C2, eh bien ça sera D moins D' moins H sur epsilon 0S, c'est-à-dire que j'ai le même dénominateur pour 1 sur C1 et 1 sur C2. Donc la somme 1 sur C1 plus 1 sur C2 elle va être immédiate. Alors ça sera au dénominateur epsilon 0S et au numérateur
Alors, D moins D' moins H plus D', c'est-à-dire que j'ai le terme D' qui apparaît une fois avec un signe plus, une fois avec un signe moins. Donc, je vais avoir D' qui n'apparaît plus dans l'expression et j'aurai D moins H sur epsilon 0S. Ce qui donne C' égale à epsilon 0S D moins H. D étant l'épaisseur du condensateur initial, d'accord, et H étant l'épaisseur de la lame. Alors, c'est très intéressant comme résultat parce que vous vous rendez compte que la distance des primes n'apparaît plus dans la valeur de la capacité. Ça veut dire que la position à laquelle vous allez mettre la lame, que vous la mettiez en haut, en bas, au milieu, peu importe l'endroit où vous la mettez, à l'intérieur de l'espace qui sépare les deux armatures, eh bien, le condensateur équivalent sera le même parce que sa capacité ne dépend pas de cette distance des primes. Voilà. Alors après, on vous dit quelle est l'épaisseur H de la plaque si la capacité équivalente vaut 1 nanofarad. Donc bon, sachant que C' c'est 1 nanofarad, on va écrire D-H, d'accord, qui sera égal à epsilon 0S sur C', et on en déduit H, d'accord, et on trouve que H est égal à 0,1 mm. Voilà. Pour passer de 0,66 nanofarad, c'était ça qu'on avait trouvé hein, dans la deuxième, non, dans la question 1 petit a, on nous avait demandé de calculer la capacité du condensateur. Donc initialement, la capacité, elle valait 0,66 nanofarad. Si on introduit une lame à l'intérieur de ce condensateur, eh bien, on augmente la capacité du condensateur puisqu'on est passé de 0,66 à 1 nanofarad. Voilà, voilà c'est fini pour cet exercice. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le condensateur équivalent est le même que sans le conducteur si on les rapproche de H. Si on les rapproche de H. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Ça revient au même. Mhm. Que si, au lieu de mettre une lame de largeur, d'épaisseur petit h, on avait transformé la distance petit d en distance d moins h, c'est-à-dire si on les avait rapprochés de h. Exactement, c'est exactement ça, oui, vous avez raison. C'est bien vu. De rien, merci à vous, j'avais pas remarqué. Très bien. Bon, est-ce que vous voulez qu'on passe à la suite ou si vous êtes fatigué, on peut s'arrêter là, hein, ça fait 1 heure et quart, hein. Si vous êtes fatigué, on peut s'arrêter. D'accord, d'accord. Ok. Bon, très bien. Alors, est-ce que avant de partir, vous pouvez me laisser vos adresses mail dans le chat, d'accord? Parce que je vais être sûre de pouvoir vous joindre avec ce qui se passe en ce moment. J'ai reçu un mail, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai reçu un mail pas hier soir, ce matin à 4h30, de la déléguée de la section qui m'a informé que les étudiants de la section 4 avaient décidé de ne plus assister aux cours en ligne. Voilà.
Oui, d'accord. Très bien. Vous me mettez vos adresses. Alors, comme je ne sais pas quelle va être la suite de cette histoire et que je tiens absolument à finir avec les gens qui ont suivi depuis le début et qui sont motivés pour finir, j'ai répondu à la déléguée que moi je continuerai à faire cours et TD, que même s'il y a très peu d'étudiants, je continuerai exactement. Et, et donc, j'avais prévu de finir le programme la semaine prochaine. Alors, ça sera comme vous voulez, soit à partir de la semaine d'après. Si vous êtes fatigué et que vous avez d'autres choses à faire, on peut s'arrêter. Mais si vous voulez, on peut continuer à se voir, même si c'est pas 2 fois par semaine, peut-être 1 fois par semaine, pour faire des révisions. Je pourrais vous faire des sujets d'examen des années précédentes. Pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez, mais donc on finirait le programme la semaine prochaine et à partir de la semaine d'après, ben, on ferait des révisions. Voilà. Alors, à vous, vous réfléchissez et puis vous me dites, vous me direz la semaine prochaine ce que vous voulez qu'on fasse. Si vous voulez qu'on fasse des révisions, moi je suis prête à en faire jusqu'à la fin du confinement, hein. Voilà. Eh ben, je vous remercie d'être venu à mon cours et bon après-midi. Peut-être, merci à vous. Je vais arrêter l'enregistrement.